Bonjour Denis Labelle. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour évoquer votre dernier roman, À Hambourg peut-être, un roman fort qui met en scène la relation étrange que vont nouer deux médecins, l'un français, l'autre allemand, pendant la période trouble de la Seconde Guerre mondiale. Alors, avant d'entrer plus en détail dans votre roman, je souhaiterais savoir, À Hambourg peut-être, comme Noirs en blanc aux Nouvelles sur ordonnance, évoque le milieu de la médecine. Vous-même êtes médecin. Pensez-vous qu'un écrivain écrit toujours mieux sur un domaine, un cadre, qu'il maîtrise dans le réel ? Alors je crois que c'est vrai, quand les commissaires de police font en général de bons romans policiers, il est vrai que c'est un milieu que je connais bien. Maintenant, je trouve que c'est un milieu très vaste, qui touche à la nature humaine, à la psychologie des hommes, et donc c'est une mine. C'est une mine extraordinaire que ce métier, car on est au contact de la vérité, on touche au vrai. Donc dans ce roman, en effet, c'est le milieu médical, mais ça va au-delà. Je crois que ça aurait pu être d'autres personnes, ça aurait pu être, je dirais, des citoyens lambda et qui sont confrontés à leurs idées face aux événements. C'est ça le sujet. Alors justement, nous sommes à Paris en octobre 1940, une période étrange en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer cette époque ? Vous savez, souvent quand on parle de la guerre, on parle beaucoup des années 42, 43, 44, quand il y a je dirais une séparation de la France entre d'un côté ceux qui collaborent et les résistants. Mais cette période elle est incroyable parce que c'est une période où rien ne bouge en fait. La France vient de recevoir un coup de bambou sur la tête, les Russes sont alliés aux nazis, il ne faut pas l'oublier, jusqu'en juin 1941. Les Américains ne bougent pas et il n'y a que les Anglais qui viennent de se bagarrer avec la bataille de l'air qui s'est passée au mois de septembre. Donc on est dans une période complètement folle, sans futur, si on se remet dans l'ambiance de l'époque. Et donc à partir de ce moment-là, tout est possible entre les hommes. À la fois le pire et le meilleur. Et les gens, quand ils ont l'impression que ça peut durer des années, puisque c'était parti pour un siècle, ils peuvent se dire, bon, on peut peut-être dépasser la réalité des événements et puis voilà, faire autre chose que d'être purement ennemis. Le cœur du roman se situe autour de la relation complexe que noue un chirurgien français avec un chirurgien allemand. Ils vont sceller un pacte délicat. Pourriez-vous nous en parler ? Alors il y a d'un côté en effet un chirurgien français qui travaille à l'Hôtel-Dieu, qui est chef de service, qui est internationalement connu, donc vraiment quelqu'un qui a une carrière déjà, qui a une quarantaine d'années, qui est au sommet de sa carrière, de sa profession. Et il a face à lui un chirurgien allemand plus jeune, mais qu'il connaît depuis longtemps. C'est-à-dire que l'Allemand l'admire pour les travaux qu'il a faits au cours des années précédentes. Donc ce n'est pas une découverte, c'est en fait un désir de le rencontrer. Et la guerre lui donne cette opportunité, bien sûr, dans des conditions un peu particulières, puisqu'on est en pleine période de marasme. Et il est évident que lorsqu'on vous propose un dialogue avec l'ennemi, la première réaction, c'est de dire non. Et donc quand l'Allemand lui propose, lui disant « Écoutez, vous êtes quelqu'un de formidable, je vous admire beaucoup, aidez-moi à soigner des cas vraiment très difficiles, vous avez des techniques que vous avez mis au point, et moi en échange, je m'occuperai un peu de vos malades en vous donnant le matériel qu'il vous faut. » Donc c'est je dirais un marché incroyable, un marché dans cette période où tout le monde se tire dessus. Et puis la première réaction de ce médecin, c'est de dire non. Voilà, c'est paraît logique, pas question de collaborer avec l'ennemi. Mais il est dans une telle situation complexe et difficile qu'il va changer d'avis. Tout au long de ce roman, et sans en dévoiler l'intrigue, le lecteur est face au cas de conscience que traverse Lucien Desjans. Les phases qu'il traverse sont multiples. Ces questionnements sur notamment l'éthique de son métier reviennent souvent. Ici, pour définir son cheminement mental, comment vous y êtes-vous pris ? Mais il y avait longtemps que je voulais créer un scénario où il y a bascule des idées. Voilà. D'un côté, on pense, enfin au départ, on a des idées, on pense comme cela, on a des idées fortes. Et puis, face à un événement, on est confronté à cette réalité et on se rend compte que ces idées sont fragiles. Et l'événement bascule d'une autre façon, je ne peux pas en dire plus parce que sinon je dévoile un peu tout le suspense du livre, et les idées sont confrontées à d'autres situations. Voilà. Et donc tout est fragile quand on n'y a pas réfléchi à l'avance. Et quand on a l'impression qu'on a des idées fortes, définitives, des certitudes, ces certitudes s'effritent. Autour du professeur Desjans gravitent des personnages très marqués, la figure du père notamment. Cet ancien poilu, détruit par la Première Guerre mondiale, influence-t-il les décisions de son fils ?
Alors moi j'aime bien ce personnage du père parce qu'il est très important, il fait le lien entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre pour montrer qu'en fait les hommes n'ont pas cessé de se disputer, de se venger, hein, puisque 14 c'est la vengeance de 70, 40 c'est la vengeance de 14, une fois l'un, une fois l'autre, donc on est vraiment dans l'imbécilité de la guerre. Et donc ce père illustre cette situation. Il a souffert puisqu'il est blessé de cette Première Guerre et il affronte cette Deuxième Guerre, il est épuisé, effondré. Et il est un poids pour ce fils, bien sûr, il est un poids, mais il y a une sorte d'engagement entre le père et le fils qui s'entendaient bien avant la guerre et qui depuis la guerre ne s'entendent pas bien parce qu'ils ont des opinions différentes. Et cette relation, bien sûr, ça prouve que même quand on a des idées, on est lié par une réalité. Et que cette réalité vous oblige à des choix, qu'on n'est pas libre. Alors il y a un autre personnage très important, il s'appelle Bernard de Carmer, un breton. Qui est-il et comment se positionne-t-il par rapport à Lucien Desjans? Alors, il y a toujours un breton dans mes romans et dans mes livres, hein. C'est un clin d'œil à la Bretagne. Lui, c'est la personne qui est une vision très simple, en fin de compte. Lui, il a fait le choix. Il a fait le choix depuis le début. Il ne tolère pas cette occupation. Il sait qu'un jour ou l'autre, il va basculer. Il ne sait pas comment, ni quand, ni quoi. Et puis, je ne peux pas vous le dire. Sinon, je vous dirai tout. Mais il a simplifié ses idées, hein, en faisant ce choix. Et il a la chance, c'est qu'il est célibataire. Il n'a pas de charge de famille. Et donc, son choix est beaucoup plus simple. Voilà. Et donc, ces deux hommes qui sont amis, entre le chef de service et l'assistant, progressivement, il y a une tension qui se crée parce que chacun a un passé, chacun a des idées, bonnes des deux côtés, mais qui s'opposent, et que la liberté d'opinion n'est pas facile quand autour de vous, le concept de vie et de mort a disparu, hein. On ressort de notre lecture troublée et on s'interroge, qu'aurait-on fait dans les mêmes circonstances? Que souhaitiez-vous ici illustrer? L'absurdité de la guerre ou alors la difficulté à normaliser les concepts de bien et de mal? Oui, je crois que c'est la difficulté à conceptualiser les concepts de bien et de mal. Contrairement à ce qu'on pense, on a toujours des idées extrêmement précises sur ce qu'il faut faire et ce que devraient faire les autres. Mais soi-même, quand on est confronté au problème, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus difficiles. Et que si on n'y a pas réfléchi longtemps à l'avance, en se disant que voilà, on pourrait hésiter, c'est pas si simple, la certitude n'est pas un barrage et qu'il faut se rendre compte que les pressions extérieures, les événements extérieurs peuvent modifier radicalement nos opinions. Voilà. Et ces certitudes qu'on peut avoir ne nous protègent pas. Ne nous protègent pas. Enfin, Denis, ce roman se lit d'une traite, il est vivant, visuel, fort. On l'imagine tout à fait devenir un jour un film. Y avez-vous songé pendant l'acte d'écriture? Alors, vous savez que moi, quand j'écris des romans, j'ai trois objectifs. Alors, je ne sais pas si je les atteins, mais mon premier, c'est tout de même que l'écriture soit correcte, hein, soit fluide, et facile à lire. La deuxième, c'est qu'on ne lâche pas le livre. Donc, je réduis, je nettoie, parfois on m'aide à nettoyer du reste, hein, le texte. Et ensuite, je veux que on le termine en se disant j'ai appris quelque chose, hein. Avec Noir en blanc, je crois qu'on apprenait quelque chose. Avec celui-là, on se pose des questions, on n'en reste pas indemne. Et donc, voilà, c'est mes trois objectifs. Maintenant, si on peut en faire quelque chose au cinéma, je pense en effet que c'est très cinématographique. Et que si un metteur en scène était intéressé par ce sujet, il verrait que ça ne coûterait pas très cher. La plupart des scènes se font en intérieur et qu'il n'y a que quelques scènes à l'extérieur. Et que vraiment, oui, ça serait on m'a dit, hein, et puis j'ai lu des articles qui m'ont dit qu'en effet, ça ferait un très bon film, hein.